Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale qui nous conduit tout droit au ministère du Travail et de la fonction publique, lequel se présente comme le carrefour incontournable dans l'architecture du gouvernement. Il a visiblement son mot à dire au niveau des cadres et autres travailleurs, des structures sous tutelle, des autres départements ministériels, de même que les acteurs du privé, ne serait-ce que dans le traitement de leurs dossiers d'avancement. Il se gère à ce niveau une bonne masse de paperasse, mais aussi et surtout les humains et tout ce qui va avec l'administration publique. C'est donc le ministère des partenaires sociaux, toutes catégories confondues, ministère dans lequel beaucoup de choses ont bougé depuis 2016. Un vaste chantier entrepris par une dame de fer qui allie modernisation de l'administration publique au dialogue social, de même que l'amélioration des conditions de vie des travailleurs à la sécurité sociale, en passant bien entendu par la transparence dans l'organisation des concours, synonyme d'égalité d'accès aux emplois publics en République du Bénin. Dans cet entretien qui se veut donc le bilan de 8 années de gestion dans le domaine du travail et de la fonction publique, nous avons le plaisir de recevoir par ici la patronne de ce portefeuille ministériel, Madame Adidiatou Matisse. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Alik Bara. Bienvenue sur ce plateau que je co-anime avec mon confrère de la radio nationale, Christian Gandio. Christian, bonsoir. Bonsoir, Rabali Para. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, Monsieur Gandio. Alors, Madame la ministre, comment se porte l'administration béninoise aujourd'hui? Je dirais que l'administration béninoise se porte mieux que par le passé. En effet, elle s'est engagée dans un processus de sa transformation, de sa modernisation pour devenir une véritable administration de développement. Comme vous le savez, dans tous les secteurs de l'administration, des réformes ont été mises en œuvre depuis 2016, qu'il s'agisse de la justice, de l'agriculture, des finances, du travail de la fonction publique, la culture, le tourisme, la sécurité et la défense, les infrastructures routières, le cadre de vie. En tout cas, aucun secteur n'est laissé de côté. Si bien qu'aujourd'hui, on peut conclure que l'administration est sur la voie de sa modernisation. En ce qui concerne mon secteur, ce qu'on peut retenir, c'est la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel favorable à une administration intelligente et efficace, le réaménagement des horaires de travail pour permettre aux agents de l'État de sortir plus tôt, de s'épanouir un peu, de voir les enfants en éveil avant de se coucher. Nous avons également modernisé la gestion des ressources humaines de l'État, amélioré les conditions de travail des agents et surtout, nous avons développé les e-services pour rapprocher l'administration des administrés. Voilà ce que je peux dire en gros par rapport à l'état des lieux aujourd'hui de l'administration publique, comme je l'ai dit, qui se développe pour devenir une administration qui donne satisfaction aux populations en général et à ses usagers en particulier. Donc une administration publique moderne, c'est donc la santé de l'administration au Bénin aujourd'hui, n'est-ce pas? Santé qui passe également par des questions de dématérialisation, de manière à soulager les usagers des services publics. De quoi s'agit-il exactement sur ce volet, Madame la ministre? Parlant de la dématérialisation, elle fait partie des piliers du PAG 1 et 2, dont l'objectif est de moderniser, disons, l'administration, bien sûr, comme je l'ai dit, et en mettant en place des services accessibles à tous en tout lieu. Et donc, voilà la dématérialisation, ce que je peux dire, qui rend des services plus efficaces à bonne heure aux usagers. Pour faciliter aussi toujours la tâche à tous ceux qui, cette fois-ci, n'ont pas la possibilité de consulter aisément leurs actes en ligne, par exemple, parce que ça intéresse beaucoup de personnes, et de s'offrir aussi des services dématérialisés de l'État, vous avez eu l'ingénieuse idée de créer des centres communaux de services publics CCSP en abrégé, et également des guichets de services des relations avec les usagers. Parlez-nous-en. Pour ce qui concerne les guichets communaux de services publics et les guichets SRU installés au niveau des directions départementales, nous avons pensé les mettre en place surtout
pour permettre aux agents de l'État de rester à leur poste de travail et d'améliorer leur productivité. Vous savez, avant 2016, les agents de l'État abandonnaient beaucoup leur poste de travail pour être à la recherche de leurs actes à Cotonou, Porto-Novo, lorsqu'ils sont de l'enseignement primaire ou maternel, donc à la recherche de leurs actes administratifs. Ils viennent aussi au niveau du ministère du Travail. Quand moi j'avais pris fonction au ministère du Travail, c'était vraiment comme un petit marché. Les agents allaient et venaient. Et dès lors que l'acte est pris, les agents se dirigent vers le ministère des Finances, où là-bas aussi il y avait du beau monde. Donc, nous avons dématérialisé, comme je l'ai dit, la gestion des ressources humaines de l'État, ce qui fait que nous avons mis en place dans ce cadre-là un système qui permet de prendre l'acte dans le dit système et de le transmettre directement au ministère de l'Économie et des Finances, sans que l'agent ait à courir derrière un agent du ministère du Travail pour la prise de l'acte. Et dès lors que l'acte est transmis par le système au ministère de l'Économie et des Finances, il intervient automatiquement le changement de son salaire, donc l'augmentation de son salaire. Ceci a fait que les agents restaient un peu plus à leur poste de travail, mais ce n'est pas suffisant. Ils veulent aussi avoir l'acte, détenir l'acte par devers eux. Alors, nous avons donc pensé mettre en place ces guichets communaux de services publics installés au niveau de 20 communes pour le moment et les guichets SRU au niveau des directions départementales du travail et de la fonction publique. C'est pour ceux qui n'ont pas le moyen de télécharger leur acte à partir de leurs propres appareils. Sinon, depuis leur lit, depuis leur bureau, les agents de l'État qui s'y connaissent, ils peuvent tirer facilement leurs actes. Dès lors que l'acte a paru, ils consultent le portail des démarches administratives du ministère du Travail et de la fonction publique. Dès qu'ils constatent que l'acte est pris, ils peuvent le télécharger eux-mêmes. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens de les télécharger eux-mêmes, leurs actes que nous avons mis en place. Ces guichets, voilà. Et qui fait qu'ils sont quand même plus proches de leur service. Ils peuvent obtenir rapidement leurs actes, les télécharger et retourner au service sans avoir parcouru de longues distances à venir à Cotonou. D'accord. Alors, vous avez dressé un beau tableau tout à l'heure en ce qui concerne la santé de l'administration publique et la modernisation qu'on a apportée. On sait également que par le passé, dans la pratique, l'État central perdait les différents procès avec, je dirais, les usagers et autres. Aujourd'hui, il y a une certaine amélioration. Il y a bien de choses que l'État a gagnées à ce niveau, bien de procès remportés par l'État. Qu'est-ce que cela apporte en termes, je dirais, de gains, de plus-value? Je peux dire que la transformation de l'administration est en train de transformer aussi les comportements des agents de l'État. Parce qu'ils savent aujourd'hui que le gouvernement n'autorise pas les déviances. Par le passé, en termes de procès devant les juridictions, donc de contentieux, je peux vous dire que l'État perdait presque systématiquement tous les procès. Et de 2016 à 2024, sur 216 procès vidés, 180 ont été gagnés par l'État, soit un taux de 83,33%, ce qui induit une économie au profit du Trésor public estimée à la somme de 8,602,402,922 francs CFA en termes de quantum des prétentions des agents au procès. Et ce n'est pas rien. Il faut dire, pour en arriver là, nous avons également acheté des ouvrages aux agents du département qui gèrent le contentieux. Nous avons renforcé leur capacité, ce qui nous a donné ce résultat-là. C'est-à-dire que par le passé, cela manquait, c'était une grosse perte pour l'État. Ah oui, systématiquement, les agents n'accordaient pas d'importance à la gestion du contentieux parce que l'État n'a personne. Bon, l'État a de l'argent, donc il faut en donner aux agents de l'État qui vont en procès contre lui. Il y avait une négligence dans ce domaine. Mais depuis 2016, je viens de vous faire l'état des lieux. L'État a gagné environ 83,33% des procès et a économisé donc de l'argent pour le Trésor public. D'accord. Alors, on va revenir maintenant aux centres communaux de services publics à Wahab, à Lipara, Madame la Ministre, et ces guichets de service des relations avec les usagers, pour suivre cette fois-ci en images comment ça marche effectivement.
Les centres communaux de services publics, un des plus gros défis relevés par le ministère du Travail et de la fonction publique. Désormais, plus besoin de braver de longues distances pour bénéficier des services publics. Tout se rapproche de l'usager. Alada est une ville carrefour. Il y a les gens qui quittent Tofor, tout ça là, qui doivent quand même venir normalement bénéficier de ce centre. Vous savez, aujourd'hui, le numérique faisant le pas sur l'homme, tout ce qu'il faut faire, aller à Cotonou dans les services, demander un service et faire le contournement de tout un bureau, on dit vous revenez demain matin et tout, on le fait en un clic. Et ce qui est bien ici dans ce centre est que quand vous relayez l'information est allée droit à qui de droit. Et lui, derrière, il a une obligation de réponse. À Covey, le dispositif est aussi présent pour satisfaire les populations du zoo. Ce qui fait d'ailleurs la joie des usagers clients. Ce qui fait ma joie principalement, c'est parce que avant, il faut voyager sur Porte-Nouveau. Et arriver là-bas, tu passes de bureau en bureau, tu peux faire au moins 3 à 4 déplacements. Or, c'est des déplacements à risque. Tu vas quitter Zayando pour aller à Porte-Nouveau. Avec l'avènement des centres communaux de services publics, vraiment, ça nous allège profondément la tâche et nous sommes vraiment contents. Du nord au sud, en passant par le centre, chaque citoyen peut désormais se rendre dans un centre communal le plus proche pour s'offrir des services de l'administration publique. C'est un dispositif qui est composé d'un écran de diffusion pour l'accès à l'information sur toutes les diligences que l'administration publique met en œuvre pour faciliter la vie à l'administré. Nous avons une bande tactile connectée qui est mise à la disposition des usagers clients, des citoyens pour pouvoir solliciter toute l'offre de services publics mise en ligne par l'administration publique. Vous avez un point focal titulaire, un point focal suppléant qui se relaie pour accueillir, orienter, assister l'usager. Il faut dire que ce dispositif, pour garantir la continuité de service, repose sur un champ solaire photovoltaïque qui donne à chacun de ces centres communaux de services publics une autonomie complète, indépendamment du site qui l'héberge. Un dispositif fiable qui garantit non seulement une satisfaction absolue à l'usager, mais qui réduit surtout les risques liés à la sécurité routière. Avec une connexion Internet et des centres communaux ouverts au public, l'usager client aujourd'hui ne peut que se sentir roi chez soi. Retour donc en plateau, après avoir suivi cet élément. Alors, Madame la Ministre, quels sont les retours que vous recevez du terrain depuis l'installation de ces différents centres et guichets? La satisfaction totale des usagers. Il y en a même qui disent, désormais nous sommes en France. Je dis non, nous sommes au Bénin. Parce qu'ils ne s'imaginaient pas que de sitôt ils pouvaient disposer de tels services dématérialisés dans leur pays. Aujourd'hui, je me dis, mais on ne peut pas supprimer ces centres communaux de services publics. Je peux dire que durant le dernier trimestre de l'année 2023, il y avait 600 visites dans nos 20 centres communaux avec un taux de satisfaction de 75%. Et au cours du premier trimestre 2024, donc de janvier à mars 2024, 1250 visites de nos centres communaux de services publics. Ce qui veut dire que de plus en plus, ces centres sont connus des usagers de l'administration et voilà, qui les fréquentent à leur satisfaction. Et ce que je voudrais dire également, c'est que nous avons effectivement mis les centres communaux de services publics en place et les guichets SRU pour permettre aux agents de l'État de pouvoir télécharger leurs actes de carrière. Mais très tôt, il s'est révélé qu'il n'y a pas que le téléchargement des actes de carrière que peuvent offrir ces centres communaux de services publics et les guichets SRU. Donc, les usagers de l'administration ont commencé par exiger de bénéficier de tous les services qui sont sur le portail national des services publics. Donc, aujourd'hui, ils bénéficient de la totalité des services qui sont sur le portail national des services publics. Il y a un dépassement de fonction. Oui, allez, il y a une certaine proximité, n'est-ce pas? Oui, le paiement des factures, le paiement des factures, en tout cas beaucoup de choses que l'on peut obtenir. On va faire un pas en avant maintenant pour le paiement des droits d'examen, de concours, beaucoup de choses. En tout cas, tout ce qui est sur le portail
D'accord. Alors, Madame la ministre, vous permettez maintenant qu'on fasse un pas en avant, n'est-ce pas, pour évoquer la question d'égalité d'accès aux emplois publics au Bénin. Parler donc des questions de concours. L'année de référence, c'est 2016, où à l'arrivée du régime en exercice, on a annulé un certain nombre de concours qualifiés de frauduleux. C'est vrai que ça avait fait grand bruit en son temps. On est curieux de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui a changé sur cet aspect. 8 ans de gestion, que diront les populations des concours organisés désormais en République du Bénin? Avant 2016, comme vous le savez, l'organisation des concours de recrutement de la fonction publique était une catastrophe. Tout le monde se souvient de cette époque vraiment regrettable, où ce sont ceux qui ont des parrains politiques ou ceux qui usent par voie de corruption peuvent réussir à un concours de recrutement à la fonction publique. Et l'une des premières mesures prises par le gouvernement dès 2016 est de mettre fin au concours frauduleux. Comme vous l'avez dit, nous en avons même annulé parce qu'il y a eu tellement de contestations, de réclamations, et nous avons mis en place une commission d'enquête qui a fini par conclure qu'il faut annuler ces concours-là, vraiment, pour sauver la face de notre nation. Donc, depuis 2016, également, il faut dire avant 2016, la proclamation des résultats des concours, disons, se faisait sur un délai moyen de 6 mois, parce que les feuilles de délibération passaient de service en service de bureau en bureau, étaient corrigées, ajoutées, retirées, etc. des noms. Et depuis, disons que c'est l'égal accès à la fonction publique de tous les citoyens du Bénin. Ils n'ont pas besoin d'un parrain politique, ils n'ont pas besoin de dépenser de l'argent pour réussir. Le seul critère pour réussir, c'est de travailler, de faire partie des meilleurs. Même si vous êtes dans une zone reculée, très reculée, personne ne vous connaît. On n'a pas besoin de parrainage. Pas besoin de parrainage du tout. Pas besoin de parrainage. Égalité des chances. Égalité des chances. Donc, c'est bien cela depuis 2016. Et le ministre du Travail et de la fonction publique que je suis ne s'ingère pas dans la correction des copies, ni même les travaux, ni dans les travaux de délibération. Et j'ai ici quelques feuilles de délibération. Après la délibération, tous les membres donc, du jury signent les fiches de délibération. Cela les engage. Et c'est après la délibération qu'on me fait appel que tout est prêt et je vais sur les lieux pour proclamer les résultats. En résumé, il est difficile pour ce bon nombre, n'est-ce pas, qui apposent leur signature sur ces feuilles, n'est-ce pas, de s'entendre pour tricher. On vient de chercher à faire plaisir au ministre du Travail et de la fonction publique, à un autre haut fonctionnaire, pour glisser un nom sur comment on appelle, sur le relevé de délibération. Non, ça relève d'un passé. Je voudrais dire qu'un pays qui se respecte ne doit pas organiser des concours frauduleux. Et notre pays non seulement se respecte, mais est de plus en plus respecté aujourd'hui de par le monde. Donc, désormais, les concours frauduleux dans notre pays relèvent du passé. Alors, en termes de statistiques, Madame la ministre, à combien peut-on évaluer les recrutements effectués au profit de l'administration publique depuis 2016? Je voudrais compléter que de délai moyen de proclamation des résultats de 6 mois, nous sommes passés depuis à 15 jours. 15 jours après la composition, les résultats sont proclamés. Et nous travaillons à réduire ce délai à 10 jours d'ici mi-2025. D'accord. Voilà. Ce nombre de jours suffit? Oui, ça suffit. On ne brûlait pas des étapes? Non. On est bien organisé. Il y a un système performant, un système informatique performant qui est mis en place et qui fait le travail. Et voilà. Et dans ce système-là, lorsque quelqu'un va toucher quelque chose, l'écriture sort en jaune. Donc, on sait qu'il y a quelque chose. Donc, personne même n'ose aller le faire. Et puis, mes agents sont mis en garde de ne pas chercher à tricher. D'accord. On en vient maintenant à cette question que vous faisiez tout à l'heure, Christian Gandio, en ce qui concerne les statistiques. Le recrutement depuis 2016 à aujourd'hui, ça s'élève à combien? Depuis 2016, le gouvernement a organisé donc de nombreux concours et recruté à ce jour 56 199 agents, parmi lesquels 22 138 fonctionnaires et contractuels de l'État, tous secteurs confondus,
et 34 061 aspirants au métier du primaire et du secondaire que nous appelons généralement les AMV, dont le reversement en agent contractuel de l'État est déjà décidé et les modalités des prix parvenus sont en cours de définition. Mieux, il y a encore dans le pipeline un recrutement de 2742 autres agents avant la fin de l'année, dont 1500 agents pour la police, 796 pour la santé, 300 pour la douane et le trésor public et 100 greffiers pour le ministère de la Justice. Et je peux dire et rassurer les parents d'élèves, les parents des agents désireux de concourir, qu'il suffit que leurs enfants travaillent et fassent partie des premiers, ils vont réussir. Personne n'est favorisé dans ce processus-là. D'accord. Tout le monde est traité à la même enseigne. D'accord. Sur le même pied d'égalité. Travaillez et vous avez vos entrées à la fonction publique. D'accord. Alors, vous permettez qu'on jette un coup d'œil sur ce visuel, n'est-ce pas, qui retrace ce que dit Madame la ministre. C'est toute catégorie confondue, qu'il s'agisse des personnes en situation de handicap et bien d'autres. Il suffit juste de concourir. Eh bien, les résultats sont proclamés, je dirais, à la hauteur de l'effort fourni par les uns et les autres. C'est bien ça. En dehors des nombreux efforts fournis déjà dans le cadre de l'organisation et du traitement des concours, une plateforme des concours bientôt disponible pour tous les candidats et ceux dans tous les secteurs. Lorsqu'on lance les concours, tout le monde rue vers le même point pour pouvoir déposer le dossier. On assiste même à beaucoup de files d'attente. Et pour réduire cette file d'attente, cette plateforme leur permet désormais, depuis leur maison, depuis leur lit, de pouvoir postuler à un concours. Il suffit de pouvoir s'inscrire sur la plateforme qui est en cours d'expérimentation. Une fois que tu t'inscris, que tu as un compte sur la plateforme, tu as tout le temps pour apprêter ton dossier. Et là, tu attends qu'on lance un concours. Lorsqu'on lance un concours aussi, c'est ceux qui ont déjà un compte sur cette plateforme qui ont la primeur de l'information parce qu'ils ont l'information déjà dans leur mail. Les mails étant déjà connectés au smartphone que nous avons en main aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir l'information sans rechercher outre mesure. Avec la plateforme, le diplômé a l'information en temps réel et peut se positionner pour saisir les opportunités qui s'offrent à lui. Voici le parcours d'un usager sur la plateforme. Il crée son compte à travers un email accessible, il renseigne son nom et son prénom, son mot de passe et il reçoit une notification mail. Dans le second élément, c'est-à-dire la seconde étape de son parcours sur la plateforme, il aura à mettre à jour son espace, c'est-à-dire le compte qu'il avait utilisé, il va s'identifier avec. Il va renseigner ses données personnelles, nom, prénom, tout diplôme, tout ce dont il a besoin et après il pourra suivre. Pour candidater, il y a des concours qui sont lancés avec des descriptifs, donc il choisit son concours et constitue son dossier numérique. Après ça, il aura le récapitulatif de sa candidature avant de passer à l'étape de postulation. À l'étape de postulation, il aura le résumé de sa candidature. Il va payer sa quittance en ligne avant de soumettre la candidature. Il faut noter que lorsque nous payons la quittance, la candidature n'est pas encore soumise. Il faut soumettre maintenant la candidature et recevoir une notification par mail pour s'assurer que nous sommes inscrits. Les personnes vivant avec un handicap ont désormais le même traitement que tout autre candidat. On en vient pour preuve le dernier concours organisé au Bénin au profit du système judiciaire. J'ai récemment été reçu au concours organisé par le ministère de la Justice. S'il y a eu de différence entre les personnes porteuses de handicap ou non, il n'y en a eu aucune. Tout le monde a été interrogé de la même façon, sur les mêmes bases. Je ne peux que donner l'exemple de ce dernier concours de la justice qui a déjà intégré 9 de personnes handicapées, bien que le quota soit à 5. Et ça a été toute une joie pour nous parce que c'est la première fois au Bénin que de tels concours se passent officiellement. Je pense qu'aujourd'hui, les concours sont organisés avec une certaine précision, une certaine diligence que je ne vois rien à reprocher à tous ces concours. Moi, personnellement, j'apprécie tel que ça se passe.
Dans la petite histoire, il y a eu des concours à la CNSS qu'on a dû annuler parce que c'était entaché de fraude, d'incorrection et d'incongruité. Voilà une preuve, n'est-ce pas, de sa loyauté. Alors, on ne peut que saluer ça. Je suis agent contractuel de l'État, recruté au profit du ministère des Sports en 2017. J'ai composé un 7 octobre et le 18 octobre, les résultats sont sortis. Les résultats étaient sortis en un temps record, n'est-ce pas? Je ne pouvais jamais imaginer qu'un jour après ma composition, les résultats pouvaient sortir. Parce que ce à quoi on était habitué est qu'après la composition, il faut attendre 3 mois, il faut attendre 4 mois, 6 mois, parfois une année entière avant que les résultats ne sortent. Mais le mien et le résultat de toute ma promotion était sorti juste un jour après. Vous voyez, cela est le symbole même de la transparence. Et après la sortie des résultats, nous n'avons pas eu comme d'habitude les murmures des syndicalistes, les murmures des uns et des autres. C'était passé en toute tranquillité parce que tout le monde était satisfait. La transparence et le mérite sont désormais les caractéristiques des concours organisés par le gouvernement de Patrice Talon. À cela s'ajoute le délai court de 15 jours retenu désormais pour la délivrance et la publication des résultats. Une avancée énorme qui vient davantage à crédibiliser les compétences acquises au Bénin. Ce visuel que nous venons de suivre tout à l'heure, Madame la ministre, traduit bien entendu la célérité dans la proclamation des résultats des concours, n'est-ce pas? Ça rend également compte du fait que la ségrégation est désormais derrière nous. Les personnes handicapées, on a écouté leurs témoignages, ils se sentent, je dirais, logés à la même enseigne que les autres candidats. Qu'est-ce qu'on a apporté de mieux à ce niveau, Madame la ministre? Pour le gouvernement du président Patrice Talon, c'est de ne laisser personne de côté dans la gestion du pays. Donc vous savez que par le passé, les personnes en situation de handicap étaient un peu mises de côté, si je peux ainsi m'exprimer. Mais avec la promulgation de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées et la prise des décrets d'application, nous avons commencé à, disons, accepter les personnes handicapées, disons, lors des concours de recrutement. Parce que, justement, les décrets d'application leur permettent désormais d'obtenir 5% des places mises en compétition, 5% donc des places, et également de bénéficier d'une bonification de 5 ans d'âge par rapport aux limites d'âge d'accès à la fonction publique. Ce qui fait qu'avec le concours organisé au profit du ministère de la Justice, à la fin de l'année 2023, il y a 9 personnes en situation de handicap qui ont été recrutées et qui ont effectivement pris service au sein du dit ministère. Donc voilà, je crois que c'est une avancée et nous allons poursuivre dans ce sens-là, ne laisser personne de côté. Nous allons évoluer dans nos échanges, Madame la ministre, et aborder cette fois-ci le volet sécurité sociale ou simplement l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Une question qui tient beaucoup à cœur aux téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent en ce moment à Rabalik Para. Depuis 2016, donc, sur ce plan, Madame la ministre, quelles sont les principales mesures prises par l'État pour améliorer les conditions de vie des travailleurs? Les travailleurs de l'État doivent se satisfaire de ce que le gouvernement du président Patrice Talon a fait à leur profit. Parce que par rapport à avant 2016, c'est quand même une bonne avancée. Et au profit donc de ces agents, il s'agit en substance de l'appurement progressif des arriérés de salaire de 164 milliards de francs CFA payés sur 180 milliards dont nous avons hérité en 2016. Il s'agit également de la mise en œuvre, surtout une des mesures importantes, la mise en œuvre de l'avancement automatique d'échelon suivi de l'augmentation du salaire. Avec ça, on peut dire que tous les 2 ans, les agents de l'État connaissent une augmentation de salaire. Et cerise sur le gâteau, c'est la revalorisation de 3% du point indiciaire, doublé de l'octroi de sursalaire aux agents de l'État intervenus
en décembre 2022 en réponse quelque peu à la cherté de la vie. Il y a également la défiscalisation des bas salaires à travers l'exonération sur les salaires inférieurs à 60 000 francs CFA. À ce sujet, à titre illustratif, en ce qui concerne la revalorisation des salaires, un aide-soignant a connu une augmentation de salaire de 50%, passant de 82 344 francs CFA en 2016 à plus de 105 505 francs CFA en 2023. Un instituteur adjoint qui était payé à 87 114 francs CFA est passé à 129 485 francs CFA, soit une augmentation de 49%. Il y a l'infirmier aussi qui est passé à 148 745 francs alors qu'il était payé à 111 733 francs CFA. Globalement, il s'agit d'une augmentation allant de 24 à 50% de salaire pour les agents selon leur catégorie. Maintenant, nos amis, les AME, pour ce qui concerne les AME, c'est eux qui ont eu le gros lot, un agent communautaire. Au niveau du coût primaire qui était payé à moins de 60 000 CFA bénéficie aujourd'hui grâce à une prime d'engagement instituée pour service d'intérêt national de 20 000 francs CFA par mois. Donc de 60 000, il est à 80 000 francs de salaire. Et ce n'est pas tout. Il était payé sur 11 mois, vous le savez, et puis il était question de les payer sur 12 mois. L'État a donné suite à cela. Donc désormais, les AME sont payés sur 12 mois. D'accord. 12 mois sur 12. 12 mois sur 12. Ils ont eu le gros lot. Ils bénéficient également de l'assurance au même titre que les agents de l'État, la gratuité des frais de scolarité des enfants et surtout le congé de maternité pour les AME de sexe féminin. Il faut préciser également que ces AME pourront bénéficier dans tous les prochains mois du reversement, j'en ai parlé, puis ça a déjà été acté, donc du reversement en agent contractuel de droit public de l'État, ce qui leur permet de faire royalement leur entrée à la fonction publique. Parce que par le passé, ils n'étaient pas à la fonction publique, mais présentement, ils ne sont pas encore à la fonction publique. Ils sont gérés par la NPE. Et c'est plus rassurant, disons, d'intégrer la fonction publique pour eux. D'accord. Alors, on va s'interroger, n'est-ce pas, combien de travailleurs et bien de personnes qui nous suivent. Est-ce qu'aujourd'hui, les travailleurs béninois sont satisfaits des différents efforts consentis par l'État central, n'est-ce pas, l'État central qui a, je dirais, son bras opérationnel au niveau du ministère de la fonction publique dont vous avez la charge. On jette un coup d'œil sur ce visuel. Le gouvernement a annoncé une amélioration des conditions de vie des travailleurs. Cette promesse est devenue réalité depuis quelques mois. Vraiment, j'ai une augmentation de salaire, j'ai une promotion. Je suis fier de ça. Il y a un effort qui a été fait dans le cadre de la promesse qui a été faite et elle a été tenue. Donc c'est le moment de remercier le gouvernement pour ce qui a été fait. Pendant longtemps, les AME ont toujours déploré leurs conditions de vie précaires, dérisoires. Le lundi 18 mars 2024, il nous a été fait le point de ce qu'il a décroché et nous avons été par la même occasion rassurés quant au reste comme étant un acquis. Réconfortés dans ses efforts et surtout plus motivés à donner le meilleur rendement. Ce n'est que le début d'une série d'actions engagées. Il faut dire que le gouvernement travaille beaucoup plus à rendre la vie facile aux travailleurs, tant du secteur privé que du secteur public. Aujourd'hui, nous avons des avancements automatiques qui se font et qui permettent aux agents, lorsqu'ils ont un avancement d'échelon ou de grade, de constater le changement automatiquement. C'est vrai qu'il y a les arriérés qui, également compte tenu donc, de la disponibilité financière au niveau de la caisse, au niveau des caisses de l'État, on apure progressivement. Donc il y a un effort qui est fait qui permet à l'agent de bénéficier donc du travail, du fruit de son travail et de pouvoir se sentir à l'aise avec sa famille pour pouvoir produire de meilleurs résultats. Quant au dialogue social, l'heure est beaucoup plus à l'écoute et à la recherche de solutions. Il y avait beaucoup de mouvements de grève qui paralysaient beaucoup plus l'économie et qui ne permettaient pas d'aller de l'avant. Et donc nous avons travaillé, le gouvernement a travaillé à faire en sorte qu'il y ait cette négociation tripartite, on va dire, de façon régulière. Du point de vue également du dialogue, ça a permis réellement de règlement de beaucoup de revendications
qui n'ont pas besoin donc qu'on puisse aller en grève avant de pouvoir les satisfaire. Désormais, chaque travailleur béninois peut jouir de ses droits en toute quiétude tant que ses devoirs sont respectés. Alors, Madame la ministre, on est curieux de savoir qu'est-ce qui est prévu, n'est-ce pas, pour le secteur privé. Qu'en est-il exactement à ce niveau? Pour le secteur privé, ce qui a été fait lors de l'augmentation des salaires des agents de l'État, c'était de négocier avec le patronat pour la revalorisation du SMIG, qui était de 40 000 francs et qui a été porté depuis lors à 52 000 francs CFA, soit une augmentation de 30%, ce qui n'est pas négligeable. Souvent, les travailleurs du secteur privé parlent de la hiérarchisation des salaires, c'est-à-dire après l'augmentation du SMIG, il y a les salaires qui sont au-dessus du SMIG, ils demandent qu'on hiérarchise les salaires. Cela se faisait par le passé. Mais le constat, c'est que une fois que la décision est prise de procéder à la hiérarchisation des salaires, même l'entreprise ou la société qui est en difficulté est obligée de le faire. Si l'employeur ne le fait pas, les employés lui font beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, dans la sous-région ouest africaine et même au-delà, après la revalorisation du SMIC, on ne parle plus, on n'exige plus la hiérarchisation des salaires. Mais le gouvernement demande au patronat de veiller à ce que les entreprises, en tout cas la partie du secteur privé qui dispose de ressources pour procéder à la hiérarchisation des salaires, le fasse. Et aujourd'hui, je crois qu'au niveau du secteur bancaire, c'est déjà une réalité. Voilà, les autres aussi vont le faire. Nous travaillons avec le patronat pour que les agents ne soient pas laissés pour compte dès lors que les moyens existent au niveau de l'entreprise, de la société, qu'on procède à la hiérarchisation des salaires. Mais on ne l'exige plus. Sinon, nous allons tuer les petits entreprises. Alors, les travailleurs du privé, n'est-ce pas, estiment que le gouvernement n'est pas beaucoup trop métallique en direction, n'est-ce pas, des employeurs, surtout du privé, surtout en direction du patronat. On les caresse trop dans le sens du poil. Non, c'est ça que j'ai expliqué. Si l'entreprise n'a pas les moyens de procéder à la hiérarchisation des salaires, et le gouvernement prend la décision, comment va se débrouiller cette entreprise ou cette société, c'est ça. Mais en même temps, nous regardons de près afin que les employeurs qui en ont les moyens le fassent. Au niveau, comme j'ai dit, au niveau de tout le secteur bancaire, c'est une réalité aujourd'hui. Au niveau certainement d'autres secteurs, c'est une réalité. Mais on ne peut pas, disons, l'imposer parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tout le monde ne vit pas la même situation financière au niveau de son entreprise, de sa société. Donc, on compte beaucoup plus sur la bonne foi des employeurs. Oui, avec le concours du patronat avec qui nous discutons, nous échangeons de temps à autre. D'accord. Alors, le gouvernement a procédé, Madame la ministre, à l'augmentation des pensions au profit des retraités. C'était d'abord en 2017 et puis en 2022. Que retenir de ces différentes augmentations? Comme vous l'avez dit, effectivement, dès le 1er janvier 2017, le gouvernement a procédé à l'augmentation des pensions de l'ordre de 25%. Et à la suite de la revalorisation des salaires des agents de l'État intervenue en décembre 2022, il a été procédé à la revalorisation des pensions de retraite de 2,4%. Pourquoi 2,4%? C'est que la pension représente au maximum 80% du salaire lorsqu'il était en activité. Sa pension, c'est 80% au maximum. Lorsque vous prenez le taux de revalorisation du salaire de 3% fois 80%, ça fait 2,4%. Donc, c'est cela. C'est la même chose, sauf qu'à cause de la proportion que représente la pension par rapport au salaire, ça fait 2,4%. D'accord. Alors, le volet social est allé en direction des retraités, comme vous le soulignez, et il y a un travail qui est fait, n'est-ce pas, en ce qui concerne la réduction au maximum du délai, n'est-ce pas, à faire dans le traitement des dossiers de ces retraités avant qu'ils ne bénéficient de leur pension de retraite. Qu'est-ce qui est fait exactement, Madame la ministre? Merci beaucoup.
Au niveau de notre pays aujourd'hui, il existe 2 régimes, j'allais dire, qui gèrent la pension des retraités. Nous avons le Fonds national de retraite du Bénin pour ce qui concerne les agents de l'État et nous avons la Caisse nationale de sécurité sociale pour ce qui concerne les agents du secteur parapublic et du secteur privé. Alors, parlant du Fonds national de retraite du Bénin, il faut dire que par le passé, avant 2016, après l'admission à la retraite, pour obtenir sa pension, il faut attendre environ 2 ans. Du coup, les retraités tombent, disons, dans le besoin et parfois font recours à des prêts pour pouvoir survivre. Il y en a même qui décèdent. Bien sûr, qui ne touchent même pas la première pension avant de décéder. Il faut dire également, pour bénéficier de la pension, l'agent de l'État admis à la retraite doit produire 31 pièces. Parfois, il ne les trouve pas et il continue d'attendre. Or, la plupart des pièces demandées sont produites par la fonction publique. Donc, le chef de l'État a décidé de ce que nous ne demandions plus les pièces aux retraités parce que souvent eux-mêmes ne les gardent pas. Et ensuite, de réduire le délai de paiement de la première pension aux retraités. Nous y avons travaillé et depuis 2020, le retraité touche, j'allais dire, immédiatement sa pension. C'est-à-dire, lorsque l'agent de l'État est venu à la retraite le 1er janvier d'une année, on met fin au mandatement de son salaire. Donc, il n'a plus de salaire. 1er janvier. D'accord. Et le 1er février, il touche sa première pension, désormais. Ce qui veut dire qu'il passe de la situation d'agent de l'État à la situation de retraité sans interruption de revenus. En résumé, il passe de salaire à la pension. À la pension, exactement. C'est bien cela. Ça, c'est en ce qui concerne le Fonds national de retraite du Bénin. Au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, il y a beaucoup de travail qui a été fait et qui se poursuit. Le délai moyen de paiement de la première pension était de 9 mois environ. Aujourd'hui, c'est de 3 mois. Mais comme je l'ai dit, la CNSS continue de travailler pour payer les pensions dans les mêmes délais que le Fonds national de retraite du Bénin. Donc, qu'il n'y ait pas d'espacement entre la fin du mandatement du salaire et la perception donc, des pensions. Voilà. Et là aussi, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de réduction des tracasseries. Les pensions au niveau de la CNSS sont payées désormais par virement ou par Momo, alors que par le passé, vous assistez à des scènes, même au niveau du FNRB, des retraités fatigués qui attendent au guichet, parfois qui tombent, qui s'évanouissent, etc., avant de pouvoir, sans même pouvoir toucher la pension, parce qu'on les trimballe à l'hôpital, on les ramène à la maison. Désormais, ça relève du passé. Les pensions sont payées soit par virement, soit par Momo. Beaucoup de mesures donc pour faciliter la vie aux retraités. Sont-ils satisfaits? La réponse dans cet élément. Les réformes engagées par le gouvernement de Patrice Talon ont impacté tous les secteurs d'activité. Dans le domaine de la sécurité sociale, les délais de liquidation et de paiement des pensions, aussi bien pour les agents de l'État que pour les travailleurs du secteur privé relevant du régime de la Caisse nationale de sécurité sociale, ont été réduits. Moi, je suis admis à la retraite le 1er mai, mais la CNSS m'a appelé en juillet et il m'a donné une note de notification de ma pension, le montant que je dois prendre. Et sur la même note, on m'a fait du rappel du second mois. Donc le montant que je dois prendre, c'était une surprise pour moi. Madame la ministre, les réformes sont bonnes et belles. Je dis bien que les réformes sont belles et bonnes. Du moment où moi, Zanou Lucien Viro, j'ai reçu mon livret, il y a 3 jours, on m'a appelé le vendredi de venir au ministère avec 3 photos. Je suis allé au ministère des Finances le lundi à 8h45, mais je suis debout là quand on m'a remis mon livret. J'étais à la maison, un jour on m'a appelé que le lendemain de se présenter à la caisse. Je suis parti, on m'a donné le papier avec un chèque.
J'ai des collègues qui sont partis, mais un mois après, ils ont eu ça. Avant, les gens ne font pas de visites. On les laisse après, peut-être il est mort, et puis on prend sa pension pendant la personne est déjà morte. Maintenant, avec votre réforme, votre système, maintenant, c'est bon. Des réformes qui méritent l'admiration des retraités. J'ai trop apprécié le fait qu'on n'a plus besoin de se déplacer à la source avant de faire valoir ses droits. Un coup de chapeau pour tout ce que l'État a mis en place pour que cela se passe. C'était difficile pour nos parents. Aujourd'hui, c'est bon. Le gouvernement a fait l'effort de corriger ça. On doit tirer chapeau. Dans la vie, c'est ça. Il faut remercier. Qui c'est bon, il faut dire que c'est bon. Sincèrement, c'est bon. Je suis heureux. Vraiment, les mots me manquent pour vous dire merci et merci au président de la République. Désormais, les retraités relevant du Fonds national de la retraite du Bénin perçoivent leur pension dès le premier jour du mois, suivant celui de l'admission à la retraite. Et pour les pensionnés relevant de la Caisse nationale de sécurité sociale, le processus est fini au bout de 3 mois. Les pensions sont attribuées soit par virement bancaire, soit par un transfert mobile. Dans le domaine donc de la sécurité sociale, nous avons travaillé à rendre la vie facile à nos retraités. Alors, les tracasseries ont été réduites et nous avons aujourd'hui, depuis leur maison, ils peuvent avoir leur pension directement à travers, disons, le PAMOMO ou bien à travers un virement bancaire, ce qui n'était pas le cas avant. Le mécanisme de coordination de liquidation des droits de pension permet aujourd'hui aux agents affiliés successivement au régime de la FNRB et de la CNSS de bénéficier d'une pension de retraite dès lors que le total de leurs années de service sous les 2 régimes est au moins égal à 15 ans. Des retraités donc visiblement satisfaits de ces différentes mesures et toujours pour leur bonheur, Madame la Ministre, l'exécutif a mis en œuvre un mécanisme, on l'a entendu vers la fin de l'élément, un mécanisme, disais-je, de coordination en matière de liquidation des droits à la pension. De quoi s'agit-il concrètement? La coordination en matière de liquidation des droits à la pension, c'est une révolution dans notre pays, une révolution mise en place par le gouvernement du président Talon. Qu'est-ce que c'est que la coordination? Je vous ai dit tantôt que notre pays dispose au jour d'aujourd'hui de 2 régimes de sécurité sociale, le FNRB et la CNSS. Et les textes sont prévus que pour bénéficier d'une pension de retraite, il faut avoir accompli au minimum 15 années de service dans chacun des 2 régimes. Si vous n'accomplissez pas 15 années de service, on vous rembourse vos cotisations et on vous dit au revoir. Or, la loi de 86 portant sur le code des pensions a prévu le mécanisme de coordination, mais personne n'y a fait attention. La coordination, c'est quoi? Pour ceux qui ont servi successivement ou alternativement sous les 2 régimes, qu'il faut totaliser leur année de service. Et dès lors que le total est supérieur ou égal à 15 années de service, qu'il faut procéder à une liquidation de pension pour l'intéressé. Et vous voyez, quelqu'un qui croit, parce qu'il n'a pas effectué 15 années de service sous l'un des 2 régimes, proche de sa retraite, il est soucieux. Il se dit, à la retraite, mes jours sont comptés sur terre. Mais lorsqu'il apprend que désormais le gouvernement a pris des dispositions, a pris un décret qui permet de totaliser 16 années de service, et dès lors qu'il a effectué au moins 15 années de service, il peut bénéficier d'une pension. Celui-là, je crois que ça lui ramène à la vie. Ça lui donne la santé, ça lui donne la longévité. Et là, c'est une action vraiment vitale que le gouvernement a posée en faveur des retraités qui se trouvent dans le cas. Donc la CNSS et le FNRB s'organisent pour payer la pension à ce retraité-là. C'est ça le mécanisme de coordination mis en place depuis 2021. Et je peux vous dire que depuis ce temps-là, à ce jour, 1258 pensionnés ont déjà bénéficié de cette disposition-là, de la coordination. D'accord. C'est donc une bouffée d'oxygène en direction des retraités, n'est-ce pas, lesquels retraités souhaitent que cela soit pérennisé. Madame la ministre, vous permettez, on va aborder un autre axe de nos discussions cette fois-ci, le dialogue social, s'il faut dire les choses ainsi, avec vos amis, les partenaires sociaux qui estiment que le dialogue social est en panne. Il y en a qui estiment, c'est leur propre expression, que le dialogue social est enrhumé.
Je ne suis pas de leur avis. Eux-mêmes savent que le dialogue social n'est pas en panne dans notre pays. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas organisé la dernière session de l'année 2023, puisque tous les ministres étaient à l'Assemblée pour défendre leur budget, qu'ils vont tout peindre en noir. Et Dieu sachant faire les choses, vous voyez, pour la marche en question, la marche qui a été organisée, les partenaires sociaux n'ont pas mis en avant le dialogue social qui serait en panne. C'est autre chose, c'est la cherté de la vie. Et c'est quand moi j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que cela ne fait pas partie, disons, des doléances d'autres corporatistes qu'ils ont raccordées après l'affaire du dialogue social. Sinon, les textes sont prévus que nous, le décret qui organise, disons, la Commission nationale de négociation, de concertation et de consultation a prévu que nous puissions tenir 2 sessions ordinaires au cours d'une année et une session, en 3 des sessions extraordinaires en cas de besoin. Depuis la mise en place du régime de la rupture, nous avons tenu au minimum 2 sessions de notre cadre de concertation. La première que nous tenons avant le mois de juin et l'autre vers la fin de l'année. Comme je l'ai dit, l'année dernière, on a été confronté à une petite difficulté. Sinon, même l'année dernière, nous avons tenu 2 sessions. L'ordinaire et une session extraordinaire pour préparer la rentrée. Et lors de ces sessions extraordinaires, les doléances aussi sont abordées en questions diverses. Nous avons travaillé, même le savent. Et je vais vous dire, là, ils disent que le dialogue social est en panne, relevé au calendrier grec. Nous n'avons pas pu organiser la seconde session de l'année. Oui. Mais ce n'est pas pour autant que le gouvernement a croisé les bras. Comme une épouse qui fait plaisir à son conjoint, nous avons continué, les services ont continué à travailler sur les doléances. Par exemple, nous avons procédé au reversement de 8 353 enseignants ACDP pendant la période. Ils sont admis à l'évaluation diagnostique. La correction de la disparité salariale au profit de 4 805 agents contracteurs de droit public de la branche paramédicale. Le reversement en agent contracteur de droit public de 573 agents occasionnels qui étaient restés au service de l'administration avant 2008 et qui n'avaient pas le contrat de travail. Ainsi de suite. Nous avons beaucoup travaillé. C'est au cours de la même période que le gouvernement a décidé de l'amélioration des conditions de vie des AME. On n'a pas croisé les bras et ils le savent. Et ils savent aussi qu'on était en train de préparer la première session de l'année. Qui a eu lieu? Oui, qui s'est tenue. Et puis, bon, ça s'est bien tenu, eux-mêmes savent. Ça s'est bien tenu au début. Bon, ils ont fustigé un peu les incidents qu'il y a eu lors de la marche. Il y a eu des déclarations. Oui, mais ça s'est bien tenu comme à l'accoutumée. Mais vous n'êtes pas venu à harmoniser les choses? Bien sûr, comme toujours. Bon, je ne sais pas la marche, bon, c'est venu comme ça, comme des cheveux sur la soupe, mais je crois que tout est rentré dans l'ordre. Mais le dialogue social n'est pas en panne. Je dis non. Et de mon point de vue, ce n'est pas vrai. On vous a écouté dans votre développement depuis le début. On a senti qu'il y a eu bien d'actions salutaires à l'endroit des travailleurs et des retraités, mais le travail n'est pas encore fini. Il y a sans doute assez de chantiers, n'est-ce pas, à exécuter. De quoi s'agit-il? Il reste quoi? Nous avons beaucoup fait, mais nous devons, disons, consolider les acquis. Nous devons travailler à donner une meilleure satisfaction aux usagers de l'administration. On y réfléchit toujours. Vous avez vu, par exemple, nous voulons mettre en place une plateforme de concours où les inscriptions seront en ligne. Et ce n'est pas une plateforme simple, c'est une plateforme, comme l'a expliqué mon collaborateur, qui permet à tout agent de l'État qui veut, disons, concourir, d'aller déjà s'inscrire, avoir un compte sur la plateforme. Dès lors qu'un concours organisé, il a la première de l'information, etc., jusqu'à la fin. Les perspectives aussi en matière de concours, comme je l'annonçais, c'est de réduire le délai à 10 jours d'ici quelques mois. Donc voilà, et cela est bien possible. La dématérialisation va poursuivre son petit bonhomme de chemin et la mise en place de beaucoup d'e-services également va être une réalité. Et nous travaillons donc pour faire de l'administration, à l'instar de tous les autres départements ministériels, une administration de développement.
Une administration moderne au service des populations, une administration qui met les cadres dans de bonnes conditions de vie et de travail, une administration qui donne surtout les mêmes chances à tous les citoyens voulant entrer à la fonction publique, une administration enfin qui promeut davantage le climat des affaires et le dialogue social. C'est ce que le gouvernement s'évertue à obtenir depuis 2016. Où en est-on 8 ans après et quelles sont les perspectives? Vous savez tout désormais grâce à l'éclairage de Adidiatou Alaï Matisse, patronne du travail et de la fonction publique au Bénin. Madame la ministre, merci beaucoup. Merci à tous pour l'attention et à très bientôt.